Game begin. Alors, le but de cette conf, on a 40 minutes, on a une dizaine de questions sur le web, du JavaScript, de l'HTML, un peu de CSS, un peu de DevTools. Des questions simples, on dirait, mais peut-être un peu avec des pièges, ou pas du tout. Le but, c'est que c'est vous qui allez participer. Donc on va vous poser les questions, vous allez avoir 30 secondes pour y répondre, et ensuite on donnera la réponse et les explications, bien évidemment. Il faut quand même sortir de cette salle en ayant appris des choses. On va essayer. Donc, comment ça va se passer? On va aller sur le site kahoot.com. On vous demande d'y aller. On vous laisse quelques minutes, comme ça on peut broder. Ouais. Vous allez sur kahoot.com, vous allez avoir un champ de formulaire dans lequel vous devez insérer le code qui est là. Le 24 89 628. Allez, start. Est-ce que vous êtes prêts? Non, vous n'êtes pas prêts là. Allez, réveillez-vous parce que là, ça va commencer direct. Quel est le problème de ce code HTML? Est-ce que l'input ne possède pas de label, il n'est pas accessible, le password est visible, il y a deux éléments avec le même ID? On commence simple. Faut pas qu'on oublie la musique parce que ça fait tout. C'est hyper important la musique. Alors, réponse. En fait, c'était pour vous chauffer. Globalement, tout était bon, hein, tout était valable. C'était histoire de voir si vous étiez réveillé, que vous aviez compris comment ça marche. C'est un vrai jeu, hein. Donc si on reprend ce bout de code... David Gageot est dernier. Si on reprend ce bout de code, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire mieux, en fait, globalement? Un truc qu'on pourrait faire pour améliorer, par exemple, on pourrait rajouter des balises title, notamment pour donner un peu de sens à notre HTML. On pourrait aussi se préciser que notre input, il est de type password pour justement masquer à l'affichage, transformer notre div qui, comme ça, n'est pas accessible via les... Pour ceux qui sont allés ce matin au talk sur l'accessibilité, vous voyez qu'une div avec un clic comme ça, pas forcément on peut y accéder quand on cherche à y accéder directement avec les touches du clavier, alors que là, avec un input type submit, on va pouvoir y arriver. Bon, ça c'était facile. Maintenant, on va rentrer dans les vraies questions. Allez. Que sera affiché dans la console? Donc on va vous montrer un snippet de code. On va afficher une erreur. On va afficher une erreur, ensuite la chaîne de caractères defs to lose et ensuite une erreur. Troisième solution, undefined defs to lose. Et defs to lose. C'est ton micro qui est mal placé, je pense. Allô? On t'entend plus. On t'a perdu, Manu. Alors, 28 personnes ont indiqué undefined defs to lose. Donc si on peut revenir sur l'exemple. Alors là, c'est la question que je pose à chaque fois quand je fais des entretiens techniques. La bonne réponse, c'était undefined defs to lose. Pourquoi? Quand on définit une variable avec le mot-clé var, cette variable, elle est scopée. Le scope, c'est la fonction dans laquelle elle est définie. Donc là, c'est toute ma fonction sayHello. C'est pour ça que le dernier console.log m'affiche bien la valeur defs to lose. Par contre, pourquoi la première ligne, j'ai pas d'erreur parce que la variable n'est pas définie? C'est qu'on a le système de hoisting en JavaScript, la VM.js en fait, quand on définit des variables, elle réserve l'espace mémoire en haut de la fonction, ne lui donne pas de valeur. Et donc la valeur par défaut en JavaScript, c'est undefined. Donc c'est pour ça qu'on a undefined suivi de defs to lose. Par contre, si j'avais fait un console.log d'une variable qui n'existe pas, là, j'aurais eu une erreur. J'aurais pas eu undefined. Alors, qui est Cyril? Que signifie l'expression donc IMG dans les DevTools? Est-ce que ça sélectionne la dernière image? Ça crée un élément de type image? Ça sélectionne la première et non pas la dernière? Ou au contraire, ça sélectionne toutes les images?
question DevTools. Hein. Et donc, la bonne réponse est ça sélectionne toutes les images, en fait. Si on regarde, l'équivalent, là, si on avait cette page ici, donc le fait d'exécuter ce bout de code-là, ça nous donnerait quelque chose comme ça. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a d'autres qui existent, en fait, qui peuvent éventuellement servir aussi, toujours basés sur le dollar. Par exemple, si je fais une première évaluation, hop, ouais, c'est bon. Et que du coup, je fais $_, je récupère le résultat de la dernière évaluation. Si je fais après $, donc là, il faudrait que j'aille sélectionner d'abord un élément ici, donc section, et que je retourne dans console, et on va y arriver, et que je fais $0, je vais annoncer $0, c'est vraiment $0. Voilà. Je récupère donc le dernier élément DOM. Si j'avais le dernier avant, donc $1, là j'en ai pas sélectionné, mais $1, ça correspondrait à l'élément d'avant, etc., etc. Donc on a $_, le dollar classique aussi fait la sélection. Le $$ est donc un query document selector all. Voilà, que vous coucherez moins con ce soir. Merci, merci Manu et JF. Allez, on va continuer. On va voir où est... Movember est passé devant, Cyril a perdu un petit peu, hein. Il s'est fait dépasser. Et Ernest remonte, sachant qu'il y a une légère avance pour Movember. Est-ce que vous êtes prêts pour cette 4e question? On va vous montrer un sélecteur CSS, ouais, et on vous demande quel élément sera sélectionné. Les 3 liens, aucun lien, le lien vers le Twitter de Jeff, ou bien le lien vers mon Twitter et celui de Jeff. Donc un peu de CSS. En CSS, je connais que les sélecteurs, je suis très mauvais. Alors, c'est Jeff Binom qui gagne, suivi de aucun lien, je crois, et après suivi de les 2 derniers liens. C'est ça. Alors, je vais... Donc la réponse, là, Jeff, vous l'avez fait, c'était Jeff Binom. Le sélecteur est bien trop complexe pour ce qu'on veut faire. Hein. J'ai essayé de mettre tout ce que je pouvais. Alors, que je me souvienne. Je sélectionne tous les ELI qui sont précédés par un autre ELI. Donc là, ça correspond à Emmanuel Demey et Jeff Binom. Ensuite, je récupère celui qui est le dernier élément du même type. Donc là, il va me sélectionner Jeff Binom. Donc grosso modo, déjà à partir de juste ce sélecteur-là, j'avais la bonne réponse. Ah, ça me sélectionne le lien, pardon. Ensuite, on me sélectionne le premier enfant de type A. J'en ai qu'un, ça tombe bien. Ensuite, un pseudo-sélecteur, je veux sélectionner le lien qui ne possède pas le pseudo-sélecteur active. Et ensuite, une sélection par attribut. Je veux récupérer le lien dont l'attribut href contient la chaîne de caractères Twitter. Et voilà. Ne faites pas ça. Niveau score, Ernest. Remontée d'Ernest et Cyril revient dans la course. Par contre, Movember, je vois pas de moustache. Je sais pas c'est qui Movember. Ah, ça... Non, t'es pas 4e aussi. Allez, on continue. On va aller petit à petit, toujours dans des questions un peu plus pertinentes en lien avec le web, hein, bien entendu, vous l'avez bien compris, je pense. Allez, cette fois-ci, quel est le résultat de ce snippet JavaScript? Est-ce qu'on va afficher les chiffres entre 0 et 3 avec 1 seconde d'intervalle, le chiffre 4 qui va s'afficher 4 fois en même temps, le chiffre entre 0 et 3 qui s'affiche en même temps, ou le chiffre 0 s'affichant 4 fois en même temps? Attention, il y a peut-être un piège ou pas. Et ah là là, oui, non, vous êtes fait avoir.
Le piège, en fait, le piège, il résidait où là-dedans? En fait, il résidait dans le fait que, encore une fois, on a utilisé le mot-clé var et pas le mot-clé let. Du coup, en effet, var, lui, étant plus global, lié à notre fonction, les itérations de var vont continuer d'itérer et au moment où on va évaluer donc, avec notre console.log, on ne va plus avoir les différentes versions et on va utiliser la vraie valeur du var. Si on avait utilisé let, ça aurait été scopé à chaque fois dans chaque appel de nos fonctions. Et donc oui, là on aurait eu le 0, 1, 2, 3 qui aurait été affiché en même temps. Donc, exemple, je le fais, on attend une seconde, 4, 4, 4, 4. Donc, qui ne s'est pas trompé? Eh bien, Ernest, Cyril et Movember, visiblement, vous êtes toujours en course, là c'est bien, c'est très serré, bravo. Ça ne veut pas dire que les autres, vous pouvez pas revenir. Hein. Parce que quand on regarde les scores, globalement, ça va, c'est pas très très loin en termes d'écart. Allez, on va continuer. Laquelle de ces expressions n'est pas falsy? Alors ça, c'est la magie du JavaScript. On a document.all, si je me souviens bien. Donc imaginons que j'ai une condition if. Je fais un if de document.all, est-ce que ça me retourne true ou false? Un tableau vide, une string templating ou not a number. Laquelle n'est pas falsy? Alors, ça c'est pas mal, c'est pas mal. La majorité des gens ont tort. Donc c'était qui gagne? C'était le not a number, c'est ça? Donc là, le petit snippet de code, pour ceux qui ne connaissent pas, le double bind, ça permet de convertir en booléen un truthly ou un falsy. Donc, une chaîne vide, bon, c'est false. Je commençais par les plus simples. Not a number, c'est false aussi. Document.all, c'était, si je me souviens bien, parce que je ne connaissais pas, pour faire de la feature detection, je crois, sur IE, à une époque. Donc, grosso modo, ça retourne true ou false si la fonctionnalité est disponible ou pas pour faire de la feature detection. Donc, ça retourne, c'est bien falsy. Par contre, le tableau vide ne l'est pas. C'est une valeur. Et donc... Cyril prend un peu d'avance là. Ernest, il y a Lolo du coup qui débarque maintenant. Et Movember toujours. Et Cyrilus pareil. Hein, c'est pour l'instant le top 5 il évolue pas beaucoup s'il y a Lolo qui a débarqué quoi. Ça fait bizarre de dire ça d'ailleurs. Mais bon bref. Allez continuons toujours sur ces questions. Question 7. Quel résultat avons-nous avec ça? Je fais const user avec une error function qui me retourne un objet et je fais un new user. Est-ce que j'ai un nouvel objet? Erreur, user is not constructor, le string de la fonction ou l'erreur, the prototype of function is not defined. Ah ouais, il y a eu donc non, ça ne renvoie pas un nouvel objet et en effet, ça ne renvoie pas le prototype of function is not defined. Pareil, c'était un piège. Vous avez failli voir la solution d'après. C'était un piège en fait. Quand on exécute ça, on voit bien user is not a constructor. Et donc le user, si on veut faire ça bien, en fait, si on voulait avoir le constructeur, il faudrait écrire un truc comme ça. Soit la fonction, telle qu'on le faisait avant finalement, parce que donc, on est dans un langage prototypé, donc le fait d'utiliser la fonction nous crée un objet, ou au contraire, on utilise une classe, tout simplement ES6. Allez, on va continuer. On va voir. Cyril, les scores n'ont pas évolué, donc ça veut dire que globalement, tout le monde s'est planté. Alors, ça vous laisse la possibilité de remonter les autres, parce que là, je vois, il y a Foie Gras qui a remonté, là, Ernest et Batmob. Là. Donc c'est bien, ça remet les compteurs à zéro grâce à cette question. Allez, on va continuer.
La meilleure. Quelle balise HTML n'a jamais existé? Shake, vous mettez un timestamp et puis ça remue du texte pendant n secondes. Samp, DL, pardon, ou KBD. Quelle balise HTML n'a jamais existé et que certaines personnes aimeraient bien qu'elle existe? Je vous avoue qu'il y en a deux que je connaissais pas, donc 3. Alors, Shake, KBD, et la réponse, contrairement aux envies d'Hubert, parce que Hubert est en train de travailler sur la spécification en effet de la balise Shake, où on met dans un attribut time, j'ai eu de l'imagination quand j'ai fait ça, le nombre de secondes durant laquelle le texte à l'intérieur sera shaké, je ne sais pas comment on dit, et ça n'existe pas. Alors DL et la balise DL, ça s'utilise avec les balises DD et DT. C'est grosso modo quand on doit faire un catalogue de définition où on a la clé et la valeur. SAMP et KBD, ça utilise à peu près au même, dans le même use case. C'est pour représenter un input d'un programme informatique et un output. Alors, j'ai jamais utilisé. Tu l'as déjà utilisé toi? Que dalle. À mon avis, ça va avoir un sens sémantique quand même, un use case, mais je ne le connais pas. Donc là, grosso modo, donc là le SAMP, on voit pas très bien, mais en grosso modo, il y a une fonte qui est utilisée, qui est un peu différente, qui se rapproche c'est quoi? D'Arial, ouais. Là, on le voit pas très bien avec notre fonte principale. Le KBD, c'est pour indiquer des inputs ou des raccourcis clavier ou n'importe quoi. Donc là, j'ai mis en KBD CTRL et F5. Le style par défaut, c'est pas celui-là, je l'ai surchargé. Hein. Normalement, c'est juste la fonte qui change. Et le DL, DT et DD, c'est pour donner une définition. Par exemple, la définition de HTML, c'est Hypertext Markup Language. Donc, même si on ne les utilise jamais, DL, DD, DT assez souvent, mais les autres non, utilisez les bonnes balises au bon endroit. Si vous voulez faire du code sémantique et propre. Faites pas des divs comme Facebook ou... Non, j'ai rien dit. J'ai dit que je n'allais pas le dire. C'est filmé. Ah non, pardon. Ah, alors, le résultat. Foie gras remonte. Enfin. Le retour de Movember dans le top 5 quand même. Cyril, hein, toujours, malheureusement, ça fait 2 fois que Cyril il se rate là. Ouais. Ah, ça va, on a 400 points là. Donc, Silver, c'est nouveau challenger. Allez. On a question 9 là, c'est ça? Question 9, on est un peu en avance. Je pense qu'on est un petit peu en avance, c'est pas grave. De toute façon, c'était pas une session prise de tête. Donc, ça vous laissera du temps pour aller jouer après. Allez, on est parti. Quel est le résultat JavaScript de ça? Alors, j'ai un console.log, j'ai un setTimeout qui fait un autre console. Ensuite, j'ai une promise qui fait un promise 1, qui fait un zen avec une promise 2. Et enfin, j'ai un script. Du coup, j'affiche quoi? Script start, script end, promise 1, promise 2, setTimeout. Script start, setTimeout, promise 1, promise 2, script end. Script start, script end, promise 1, setTimeout, promise 2. Ou script start, promise 1, setTimeout, promise 2, script end. Et j'ai réussi à le dire jusqu'à avant les 30 secondes. Ouh. Alors, donc, quel était le piège là-dedans? En fait, ça utilisait donc l'event loop. Il fallait masteriser l'event loop pour comprendre un petit peu le principe. En effet, script art, je vais vous expliquer, petit schéma, pourquoi ça marche. Alors déjà, la démo quand même, hein, histoire que vous disiez. Donc on voit bien script end, script start, script end, promise 1, promise 2, set timeout. Maintenant, pourquoi? Voilà, explication. On a plusieurs piles. Donc quand on est sur le runner JavaScript, en fait, il y a l'event loop.
savez, c'est un truc qui tourne, qui exécute, avec une gestion de tâches et aussi une gestion de ce qui s'appelle les microtasks. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe. Premièrement, j'arrive sur mon script start. Donc, je le détecte, je suis dans mon script principal, j'ai mon run script et je suis dans la JS stack qui est l'event loop principal, le run principal. Lui, du coup, je vais loguer script start. Ensuite, je vais arriver dans mon set timeout. Mon set timeout, lui, c'est en fait une task qui va être mise après, parce que du coup, elle est arrivée après coup. Elle va s'exécuter en plus avec un temps différé, même si c'est ,0. Donc pour l'instant, elle est mise en pause. On dit, je te traiterai plus tard, quand j'aurai fini d'exécuter ma première pile. On arrive sur notre promise. Et là, c'est là le piège, en fait, c'est que la promise, c'est pas de la task, c'est de la microtask. Donc le promise then va être exécuté quand on va exécuter les microtasks, ce que vous allez voir juste après. Et on arrive toujours sur notre script principal avec le script end, qui lui est logué naturellement. On termine notre premier script et au lieu de traiter d'abord les tasks, on va traiter en premier les microtasks. Donc on va traiter la promise then, on revient. La promise then, elle me dit qu'elle a un callback, donc ce dont on est là où on a notre console.log. On est à ce niveau-là. On log la promise 1, elle se termine, elle enchaîne sur une autre promise qui est donc chaînée à notre stack de microtasks et toujours pas à notre task principale. On l'a terminé la première, on arrive donc sur la deuxième microtask qui est promise 2, qu'on va exécuter, promise 2. Tout ça, ça se termine. Notre script principal est terminé. Il est terminé. On arrive donc maintenant sur le deuxième, qui était le set timeout callback. Et là, on va pouvoir enfin exécuter notre console.log set timeout. Voilà. Alors, qui ne s'est pas planté par rapport à ça? On va regarder, suspense. Ah bah, Guillaume qui n'était pas là avant. Hop, grosse sortie là. Foie Gras qui était bien placé avant et du coup Movember qui reste bien placé. Pierre, Cyril. Allez, on va attaquer avec la dernière question. Ne ressortez pas ça en repas de famille, hein, l'histoire de l'event loop et tout ça. La cale de cette API n'existe pas. Pardon. La Relative Time Format API, la Picture in Picture, c'est dur à dire, API, la PDF API ou the Animation Worklet API. Il fallait un peu qu'on apprenne des choses aussi, hein, donc on a une question un peu plus 2018 quoi. Quelle API n'existe pas dans le monde web? Et derrière, il y a deux petites démos. Alors. Ouais. En effet, donc on a deux petites démos après. Donc en effet, c'est la PDF API. On pourrait imaginer, je sais pas, si je devais écrire des standards, une API qui te génère du PDF côté client-side. Je sais pas. Ça servit à rien, non? C'est mal le PDF, monsieur ASCII Doctor. En fait, ces API, il y en a deux qu'on va présenter, sont très récentes, sont disponibles que depuis Chrome 70, je crois, ou 71, je ne sais plus. Donc là, Jeff est sur un Canary, Chrome Canary, donc la version de dev du browser. Première API, la Relative Time Format API. Donc ça, c'est un rajout qui a été fait à l'API INTL, je ne sais pas si vous connaissez, qui était utilisé par Angular avant pour formater les dates et tout ça. Bon là, ils l'ont viré parce que ça ne marchait pas sur les navigateurs. On pouvait formater des dates, des nombres, comparer des chaînes de caractères sur différentes locales. Si je me souviens bien, c'était les trois API. Ils en ont rajouté une quatrième qui va permettre d'internationaliser, de localiser une durée en fonction de l'identifiant de la langue qu'on souhaite. Donc là, par exemple, je veux formater en français. Je mets la valeur suivie en chaîne de caractères de l'unité et automatiquement le navigateur va me retourner dans la bonne langue la chaîne de caractères. Donc là, ça ne marche que sur Chrome 70-71.
Et ça, c'est un truc de malade. Ça aussi, ça date de Chrome 70-71 aussi. La Picture API, qui vous permet de mettre une vidéo que vous regardez en bas à droite. Je crois que tu peux la scroller aussi, et puis continuer à bosser. C'est un peu comme, je crois que sur Android, on a ça, je crois. Et donc, on a un petit bout de code. Voilà, en 4. Tu peux arrêter, Jeff. Il est insupportable. Deux petits exemples. J'ai un bouton qui va me permettre d'activer le Picture in Picture. J'ai ma vidéo qui pointe vers... j'ai eu du mal à trouver une vidéo accessible. Dans mon JavaScript, quand je vais cliquer sur le bouton, je vais activer le Picture in Picture via la méthode request Picture in Picture. Voilà. Et donc... François Beaufort, j'allais dire Jean-François. Non, François Beaufort. Il y a un article sur le blog, il a écrit il y a très peu de temps. Alors... Ah. Ça, c'est par rapport au talk que je donne en dehors. Animation Worklet, c'est un truc de Houdini CSS. En gros, qui est sur l'avenir des spécifications CSS du web, où demain, l'Animation Worklet va vous permettre de définir des nouvelles façons d'animer de façon indépendante du main thread des parties de votre page. Donc vous allez pouvoir faire un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui avec des keyframes en CSS, mais côté JavaScript, c'est hybride entre le Animation API et les keyframes qu'il y a déjà aujourd'hui dans CSS. Alors, la question... Eh oui, c'était la dernière question. Qui a gagné? Cliquons. Oh, Guillaume, Pierre. Si les trois gagnants peuvent venir. Lost in Brittany, on sait c'est qui. Et Guillaume et Pierre, Guillaume. Ah, et tous les talents. T'as eu fou à quatre questions. Tu as le droit de choisir entre une casquette de Off-White Dinosaur ou un t-shirt et plusieurs tailles. Coding the Welsh avec un Welsh. Coding the Welsh. Ah, je prends la casquette. Tu prends la casquette, très bien. Alors ensuite, Pierre, que choisis-tu? Ah, quelle taille? Quelle taille? Ah, c'est clair. Tac. Quelle question vous avez pas réussi à répondre? Les balises HTML, ça marche. Ouais. Horatio qui est GDE Web. Tiens. On les applaudit bien fort. On va faire une petite photo? Non? Et il y a les stickers aussi. Allez, on va faire. Tu veux faire ça comment? Mister Selfie. Là, on se retourne? On va se retourner comme ça, on verra la ouais. Allez, plus d'entrain. Levez-vous. Levez-vous. Allez. Faites du bruit. C'est la fin de la journée.